Voilà, je vous présente donc Monsieur Chevalier, physicien des particules, donc chasseur de choses qui existent ou pas, on ne sait pas bien, hein, ça prolonge un peu ce qu'on disait ce matin, et qui va nous parler d'inférence. Alors il ne faut pas lire trop vite, hein, parce qu'en physique, les interférences, on en parle tout le temps, mais là il s'agit bien d'inférence, hein, vous n'avez pas oublié une syllabe. Hein. Je ne suis pas sûr. Bon, d'accord. Voilà, c'est à vous. Merci. Bon, d'abord, je suis très content d'intervenir ici, parce que je trouve que la main à la pâte est vraiment une organisation exceptionnelle pour essayer de convaincre les gens qu'on peut faire pas mal de choses en s'amusant, et de la physique en particulier. Alors le sujet au début c'était inférence en physique, et puis en fait je ne connaissais pas le sens du mot inférence. J'étais un peu embêté. J'ai pas fait beaucoup d'études, donc je suis reparti à un truc plus simple. Donc ça c'est plutôt élémentaire, mon cher Watson, parce que pour moi la physique, c'est peut-être que ça a commencé avec les films de Sherlock Holmes. Alors j'ai mis la fiche du film dans lequel le héros prononce élémentaire, mon cher Watson, puisque dans le livre ça apparaît jamais. Mais dans ce film-là, il le prononce en anglais. Donc je vais essayer de vous dire ce que... Alors pour moi, inférence, je me suis rabattu sur déduction, et puis là, deux héros télévisés. Je suis un peu biaisé par le cinéma et la télévision, vous verrez, ça apparaît de temps en temps dans ce que je raconte. Mais Peter Cushing, je trouve que c'est un excellent Sherlock Holmes, et donc en fait, on voit que simplement par la puissance de sa pensée, il arrive à reconstruire, à trouver, à déduire, à inférer, et en général, il finit par trouver la solution, pareil pour le Dr House. Alors, il y a quelque chose qui me semble également important en sciences. Bon, évidemment, il faut des connaissances, il n'y a pas photo, mais il faut de l'imagination. Et je crois que ce qui fait un bon scientifique, c'est quelqu'un qui a d'abord l'imagination et qui est capable de complètement abandonner tout ce qu'il a appris, réfléchir sur les fondamentaux et finir par avancer. Le meilleur exemple me semble Albert Einstein avec la relativité restreinte et générale. Et, alors je ne vais pas tellement vous parler de gravitation, ou un petit peu, je vais surtout vous parler de ce que je connais un peu mieux, c'est la physique. Alors tout d'abord un petit bémol. Depuis Platon, on a tendance à essayer d'observer les ombres et d'en déduire ce qui se passe. On sait bien qu'il faut être méfiant. Bon, ça c'est un peu, c'est ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire que je passe ma vie à faire des mesures, à supposer qu'elles sont dues à un certain nombre de phénomènes, et tout le temps, je me trompe. J'ai un métier dans lequel j'ai la chance de pouvoir me tromper tout le temps. Les enfants ne sont pas contents parce qu'eux, ils doivent toujours réussir, mais bon. Alors bon, je vais commencer par vous parler un petit peu des observations. Là, c'est les yeux de David Bowie. Je trouve qu'ils sont pas mal parce qu'on ne voit pas bien, mais ils ne sont pas la même couleur, ils sont assez sympas. Donc l'observation, ça passe déjà par l'œil. Donc on a mis un certain temps à comprendre que l'œil, ce n'est pas un mauvais détecteur, mais ça voit quand même qu'une toute petite partie du monde. Et donc en fait, la physique a fini par s'apercevoir qu'il y avait un tas de choses qui étaient cachées à l'œil, mais qui n'étaient pas cachées a priori, et que si on utilisait le bon détecteur, on finissait par être capable de comprendre. Donc en fait, on a fait évoluer les détecteurs pour justement commencer à observer ce que l'œil ou ce que les cinq sens ne peuvent observer. Alors les observations, il me semble que les premières qu'ont pu faire nos ancêtres, c'est par exemple que le soleil se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. Donc la déduction, c'est que le soleil tourne autour de la Terre, ce qui me semble une excellente déduction, et il n'y a pas... C'est vrai, il suffit de choisir le bon repère. Bon, alors évidemment, derrière, il y a quelques problèmes. Il y a la position de Mars dans le Soleil, dans le ciel. Alors l'observation, vous avez une photo qui a été prise à plusieurs moments de l'année, dans lequel on voit Mars évoluer. Donc il a un bizarre parcours dans le ciel. Alors évidemment, pour solutionner ce problème, à partir du moment où on a mis la Terre fixe, c'est plus compliqué, mais il y a une solution, c'est les épicycles. Donc à ce moment-là, on peut imaginer des mouvements astucieux qui permettent de reproduire le mouvement de Mars dans le ciel avec une Terre fixe. Évidemment, ça induit un tas de problèmes, par exemple toutes les forces fictives induites par la gravitation qu'il faut rajouter à la main. Alors c'est faisable, il n'y a pas de problème, mais ça rend les choses très compliquées. Et en fait, on peut tomber sur des solutions plus simples en se disant bon, on abandonne la Terre fixe et puis
on met le Soleil au centre, et là, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Alors, on ne voit pas bien le dessin, mais ça permet de voir que la Terre et Mars ont une image dans le ciel qui correspond à celle du haut, à partir du moment où on fait tourner la Terre autour du Soleil. Alors, je vous ai parlé d'observation parce que c'est ce que je fais. Alors, en fait, je dis observation maintenant. On n'utilise plus l'œil, on utilise des outils un peu plus sport, donc c'est plutôt des mesures. Donc il faut un détecteur. Je vous parlerai de ce qu'est un détecteur un peu plus tard dans la présentation. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est en permanence une espèce de cycle entre les observations et les conclusions, les inférences. Donc les observations, c'est la chute des pommes des arbres, par exemple. Bon, chez nous, en physique des particules, on essaye de comprendre la nature à travers la matière, des briques élémentaires qu'on suppose élémentaires, et puis ce qui lie ces briques élémentaires, donc on appelle ça les forces, j'en dirai un mot tout à l'heure. Ensuite, il y a quelque chose qui est fondamental, je crois qu'on ne peut pas avancer en physique si on n'a pas une représentation, alors mathématique, un modèle, quelque chose qui nous permet de faire des calculs à côté, en tout cas des calculs sur un coin de table, et de se dire qu'est-ce qui se passerait si j'avais raison, est-ce que je pourrais faire une observation supplémentaire ? Donc, ça, c'est la modélisation. Alors, chez Newton, ça prend la forme d'une force en masse de l'objet, masse d'un autre objet et la distance entre les deux objets au carré. Au cours du temps, évidemment, tout ça, c'est très affiné. On a identifié 4 forces fondamentales. Sur les 4 forces fondamentales, il y en a 3 qu'on arrive à plus ou moins unifier dans un formalisme mathématique extrêmement robuste et surtout très prédictif, qu'on appelle le modèle standard. Et donc, ce modèle standard, il nous permet de faire des prédictions. Alors, de la même manière que Newton voit les pommes tomber, nous, on observe les forces et la matière. On modélise ça à travers des outils mathématiques. Et puis, la conclusion, c'est que Newton, il est capable de prédire la position des planètes dans le ciel. Et nous, on est capable, par exemple, en physique des particules, de prédire l'existence d'une particule fondamentale qui est un peu la clé de voûte du modèle standard de notre domaine, et de construire une machine pour l'observer. Alors, dans les déductions, je voulais juste essayer de vous faire une espèce un résumé qui est peut-être biaisé par ce que je fais, mais je trouve que ça montre un petit peu comment les gens ont pu raisonner au cours du temps. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on a observé plein de phénomènes. Alors, l'électricité, le magnétisme, la lumière, la gravité terrestre, le mouvement des planètes. Et puis, en fait, des gens extrêmement intelligents ont fini par modéliser ça, comprendre un certain nombre de choses. Alors, par exemple, pour la gravité terrestre et le mouvement des planètes, Newton a proposé une théorie de la gravitation qui va donc en quelque chose comme 1 sur R2. Et puis, ça a mis un peu plus de temps, mais les gens se sont aperçus que l'électricité, le magnétisme, tout ça, on pouvait le réduire, pas le réduire, mais l'expliquer, trouver un formalisme mathématique qui puisse permettre d'expliquer à la fois les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques, et en fait s'apercevoir que tout ça était probablement issu de la même source. Et alors, les premiers pas, ça a été en fait un peu identique à ceux de Newton. On a trouvé une force en 1 sur R2. En fait, il me semble qu'à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à essayer d'appréhender la nature de façon un petit peu différente. Alors, il y a des hypothèses qui sont extrêmement... des principes qui sont extrêmement, je dirais, solides, simplement parce qu'on n'a jamais vu ils sont extrêmement utiles en termes de prédiction. Il y a le fait que l'univers ou la nature dans lequel se trouve semble invariant par translation, donc homogène et isotrope. Alors, évidemment, comme ça paraît bizarre, parce que si je regarde le ciel ou si je regarde autour de moi, ça semble pas très homogène et isotrope. Mais en fait, on a toujours tendance à se placer dans un cas simple, au milieu de nulle part. Et si on est au milieu de nulle part, ce raisonnement-là semble être une bonne base de démarrage. Et surtout, ça a conduit à faire émerger des principes, au début assez simples, de symétrie. Je vais en dire un mot. Et puis, en fait, on s'est aperçu que ces symétries, on pouvait les utiliser pour être prédictif
sur ce que pouvait, sur l'évolution ou sur la compréhension de la nature. Alors, en particulier, je mets symétrie ici. On voit que dans les deux cas, j'ai une force en 1 sur R2. Bon, ça donne simplement le fait que la force s'applique de la même manière sur n'importe quelle distance d'une sphère. Ça implique aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que R, je peux mettre n'importe quelle valeur. Donc, je peux mettre une distance entre deux charges ou deux masses de 1000 mètres, 1000 km, 1 million de kilomètres, 1000 milliards. C'est quelque chose qui semble agir de façon infinie. Donc ça a un impact non négligeable aussi dans la façon de comprendre les forces. C'est qu'à un moment donné, cette façon de voir les choses, il y a des forces qui semblent avoir une portée infinie et des forces qui semblent avoir une portée finie, la radioactivité par exemple. Ça a permis également de comprendre le monde un petit peu différemment. Et à partir du moment où on a abandonné le fait qu'il y avait les forces étaient instantanées, il fallait un temps de propagation à la force, en fait un temps de propagation à l'information, ça a permis de faire apparaître des objets comme les porteurs de force, et ça a permis aussi de faire évoluer, de comprendre un peu mieux notre vision du monde. Alors juste une petite image à propos des forces. Ce qui est apparu avec ces forces à portée infinie et ces forces à portée finie, c'est qu'on a pu se faire une image simple en se disant une force, c'était simplement quelque chose qui était propagé d'un point à un autre. Alors cet exemple est assez simple parce qu'il montre deux personnes sur deux bateaux. Il y en a une qui envoie un ballon à l'autre. J'ai même de quoi appuyer, voilà. Et donc on comprend bien que si l'objet part d'ici et va là je fais sortir de la matière, donc c'est comme une fusée, donc l'objet va partir dans ce sens-là, la barque par là, l'objet va arriver ici, donc avec une certaine impulsion, et la barque va partir ici. Donc ici on voit une force répulsive qui est portée par un messager, en l'occurrence ici le ballon. Donc cette façon de voir les choses a été assez pratique parce que ça nous a permis en tout cas de comprendre, de décrire de façon assez propre les forces en termes d'interaction, en tout cas pour les trois interactions qui sont unies dans le modèle standard. Pour la gravitation, ça pose des problèmes divers et variés, on aura peut-être le temps d'en reparler. Alors, juste un mot, donc un certain nombre de phénomènes que les gens ont commencé à essayer d'expliquer. On voit que, grosso modo, il y a une espèce de mouvement clair, c'est qu'on part de phénomènes qui semblent différents, et puis on réussit, simplement en développant un certain formalisme mathématique, à les unifier. Donc, par exemple, la théorie électromagnétique, ça permet de décrire l'électricité, le magnétisme, la lumière, de façon assez simple. Et donc, il y a 4 équations. Ces 4 équations, c'est 4 équations de Maxwell qui sont assez connues, qui décrivent dans le vide les champs électriques et magnétiques et leur interaction entre eux. Et puis on voit quand même qu'il y a un léger biais dans la façon dont les gens les écrivent, parce qu'il y a quand même une certaine symétrie. On voit nabla E égale ρ sur epsilon 0, ça veut dire une charge électrique, et puis j'ai la même chose, divergence de B égale 0, mais là, égale 0, pas de charge magnétique. Donc on voit apparaître dans les équations une certaine symétrie, et donc ça a poussé les gens à se dire, à déduire que peut-être qu'on avait raté une marche, qu'en fait on est très compétent pour mesurer une charge électrique, donc ça on est capable de le mesurer et de le comprendre assez aisément. Par contre ça, on est peut-être assez incompétent, on n'a pas encore les capacités techniques pour mesurer par exemple un monopôle magnétique. Il y a plein de théories qui essayent de unifier la totalité des forces connues, il y a plein de théories qui essayent de remonter jusqu'au Big Bang pour essayer d'expliquer comment l'univers évoluait. Et la plupart de ces théories prédisent l'existence d'un monopôle magnétique. Alors évidemment, il y a plusieurs solutions de trouver zéro. On peut se débrouiller pour mettre un mu ici absolument monstrueux, ce qui fait qu'on n'en voit pas les effets. Enfin bon, on a des moyens de chercher ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit apparaître dans ce pré-tableau deux choses. D'une part, c'est qu'on a tendance à essayer d'unifier les interactions.
On a tendance à essayer de copier ce qui est fait par les précédents pour essayer d'améliorer les choses, en se disant ça va peut-être marcher. Et puis il y a un autre point, encore une fois, c'est dans la façon de les décrire. On essaye de faire apparaître des symétries. Ces symétries, en général, c'est pour simplifier les calculs. Parce que dès que vous avez une symétrie, c'est quand même plus simple à résoudre. Et en fait, on s'est aperçu que non seulement ça pouvait simplifier les calculs, mais ça permettait de découvrir, de déduire de nouveaux phénomènes, de nouvelles particules, de nouvelles idées. Alors, j'ai fini par faire une espèce de tableau global. Donc, en fait, il y a 200 ans, 300 ans, on était quelque part par là. Aujourd'hui, on est ici. Les gens ont tendance à penser qu'il existe peut-être une théorie du tout, ce qui est peut-être un peu violent. Disons qu'on a réussi à comprendre à peu près que sur les 4 forces fondamentales qui existent, alors l'électromagnétisme, tout le monde connaît puisque vous avez tous un téléphone portable et puis je parle dans le micro. L'interaction faible, c'est ce qui est responsable de la radioactivité. Donc ça, tout le monde connaît aussi à travers les centrales nucléaires ou ce genre de choses. Et puis l'interaction forte, c'est ce qui fait que le noyau existe. Un noyau d'oxygène contient 8 protons. Si avec la force électromagnétique, comme ils sont tous chargés positivement, ils devraient se repousser, ils restent au sein du noyau. Donc il y a quelque chose de supérieur à la force électromagnétique qui les maintient. Donc aujourd'hui, on voit la nature avec 4 forces, la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Tout ça réussit à être plus ou moins englobé dans un modèle qu'on appelle le modèle standard, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce modèle standard est assez robuste, au point d'être capable de prédire un certain nombre de choses. Alors, il y a certaines mesures, comme le moment gyromagnétique de l'électron, qu'on peut calculer et mesurer. C'est assez simple à calculer, c'est un peu plus compliqué à mesurer, mais toujours est-il qu'on arrive à faire des mesures jusqu'à 11 chiffres après la virgule, et qu'entre le calcul et la mesure, c'est en accord. Probablement que c'est juste c'est un coup de chance peut-être, mais disons qu'il doit y avoir quelque chose d'assez raisonnable dans la façon dont on décrit 3 des forces fondamentales avec le modèle standard. Reste la relativité générale, en fait, tout ce qui concerne la gravitation. Ça a beaucoup de mal à rentrer dans notre modèle. Pour vous donner des ordres de grandeur, si on dit que l'interaction forte a une intensité de 1, l'interaction électromagnétique, ce serait 10-3, l'interaction faible, ce serait 10-5. Bon, jusque-là, il y a 5 ordres de grandeur, c'est à peu près gérable en mathématiques. La gravitation, si jamais je le mets dans ce tableau-là, je suis obligé de mettre 10-38. Donc c'est une interaction qui, au vu des particules élémentaires, est extrêmement faible. Tellement faible qu'on n'en tient pas compte. On essaye de la rentrer dans notre joli tableau, histoire de finir par être capable de créer une théorie du tout, et ça pose des problèmes actuels insolubles. Et donc, des gens essayent d'imaginer de nouvelles solutions. Alors par exemple, une des solutions pour intégrer la gravitation, c'est de supposer qu'on ne vit pas à 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, donc un espace-temps à 4 dimensions, mais qu'on vit dans un espace à 10 dimensions. Une dimension de temps et 9 ou 10 dimensions spatiales, je ne sais plus. Et qu'en fait, la gravitation agirait sur ces dimensions supplémentaires et qu'on n'en verrait que un léger effet au niveau des particules élémentaires. Ce léger effet est quand même non négligeable au niveau de l'univers. J'en dirai un mot à la fin. Bon, tout ça pour vous dire que le fait qu'on n'arrive pas à rentrer dans un même formalisme la totalité des 4 forces fait qu'on a tendance à imaginer, à essayer de proposer des solutions et donc à faire des mesures et à essayer de déduire si par hasard on a bien compris comment fonctionnent ces forces. On peut supposer aussi que ce qu'on appelle la force de gravitation n'est pas une force. Si on regarde la relativité générale, c'est une déformation de l'espace-temps due à l'énergie présente. Est-ce que la façon de penser la force n'est pas mauvaise et est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'intégrer à un formalisme qui marche très bien pour les 3 autres interactions quelque chose qui est différent? Bon, ça, l'avenir le dira. Alors, juste un petit mot sur comment on fonctionne chez nous à peu près, enfin qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de comprendre, pour essayer d'améliorer notre connaissance de la nature. On utilise des principes. Alors les principes, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Peut-être qu'ils sont faux, peut-être qu'on montrera qu'ils sont faux. Alors, c'est l'unification des interactions. On voit qu'au cours du temps, l'unification des interactions a été quelque chose d'extrêmement productif, au sens où petit à petit, cette idée de se dire qu'on croit voir des phénomènes différents, mais en fait c'est juste une mauvaise interprétation, comme si on voyait mal. Donc cette unification des théories a été extrêmement, comment dirais-je, productive. Et puis l'autre chose, c'est l'exploitation des symétries. Je vais vous en dire un mot juste après. Je voudrais juste dire un mot sur les outils qu'on utilise chez nous. On utilise donc la mécanique quantique et la relativité, ce qui est vrai, n'est pas extrêmement... ce sont des outils qui ne sont pas très, je dirais, liés au sens commun. C'est un petit peu, ça pose des problèmes, mais disons que le gros avantage, c'est que c'est assez simple à utiliser parce que, en général, ça a été décrit de façon mathématique assez précise et donc on est capable de les utiliser sans peut-être malheureusement forcément tout comprendre, mais en tout cas, c'est extrêmement pratique en termes de prédiction. Et puis en fait, le cadre théorique dans lequel on vit chez nous, ça s'appelle la théorie quantique des champs, c'est donc de la mécanique quantique et de la relativité restreinte. Alors, juste un petit mot sur ce cadre théorique. Tout à l'heure, je vais essayer de vous présenter rapidement la façon dont on interprète, on comprend la nature aujourd'hui en physique des particules. On met la matière d'un côté, les forces de l'autre. Donc la matière, c'est les briques élémentaires, les forces, c'est le ciment, et puis on essaye de faire quelque chose d'à peu près cohérent. Le cadre théorique dans lequel on vit aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair que ça. C'est-à-dire que chaque objet, que ce soit un objet de matière ou un objet, une force, tout ça, c'est décrit par des champs. Alors il y a des champs scalaires, comme un champ de température, il y a des champs vectoriels, comme des champs de vent, quand vous décidez de faire de la voile, vous regardez plutôt des vecteurs plutôt que des températures. Et donc cette description en champs est extrêmement pratique, mais évidemment est beaucoup moins intuitive que pourraient l'être des billes de matière d'un côté, ou des briques de matière d'un côté, et des forces de l'autre. Alors, je voulais dire un mot des symétries. Bon, les symétries, on voit bien que quand on me regarde, il y a clairement une symétrie verticale. Dans la nature, il y a plein de trucs qui sont symétriques, donc c'est pas totalement délirant de se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose de caché derrière qu'on aurait mal compris, qu'on pourrait interpréter, utiliser. Et là, je tiens à souligner quelque chose qui est fondamental en physique, c'est une dame qui s'appelle Émile Noether, qui a travaillé à partir de 1915 avec Albert Einstein sur la relativité générale. Et en fait, cette dame, toute seule, là, elle a réussi à démontrer un théorème absolument fantastique en ce qui concerne la physique, c'est que toute loi de conservation correspond à une symétrie. Alors, c'est peut-être, de mon point de vue, le théorème le plus fondamental qu'on ait en stock en physique des particules. Alors, je vais juste vous donner un petit exemple simple, et vous allez tout de suite comprendre. Alors, les symétries dans le monde dans lequel on vit, elles existent de différentes manières. Il y a des symétries qui sont assez facilement compréhensibles. Il y en a qui le sont moins, mais ce n'est pas très grave. Je vais juste parler de l'invariance par translation dans le temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais une mesure de longueur, peu importe la mesure que je fais, je déduis que si je la fais demain dans les mêmes conditions, je vais trouver le même résultat. Ou que si je l'avais fait avant-hier, j'aurais probablement trouvé le même résultat. Donc le fait que les mesures soient par translation du temps identiques, grâce au théorème de Madame Noether, ça correspond juste à la conservation de l'énergie. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça que les gens ont compris. Lavoisier, il a inféré conservation de l'énergie en disant que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc déjà, dans la tête des gens, c'était présent, cette conservation de l'énergie. Et en fait, il a fallu un certain temps, c'est-à-dire que les gens ont commencé par observer des choses qui se conservaient, l'énergie, l'impulsion. Et puis, en fin de compte, quand on regarde bien, il suffit de s'apercevoir que si on suppose qu'on vit dans un espace, dans un univers homogène et isotrope, et que je regarde l'évolution dans le temps, je tombe directement sur la conservation de ça. Donc, juste pour faire de la publicité, Madame Noether, qui, vous vous doutez bien, est morte, malheureusement, a été quand même quelqu'un d'extrêmement important dans notre domaine. Donc, je viens de vous vendre un truc vachement important, c'est qu'on cherche les symétries pour essayer de comprendre un peu mieux, de voir ce qui se cache derrière les choses.
Et en fin de compte, on cherche les symétries, mais on cherche aussi les brisures de symétrie. Donc, et les brisures de symétrie, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. C'est si je prends un état symétrique, c'est-à-dire que j'ai un plan parfaitement symétrique, je mets un stylo à billes sur ce plan, et puis je le lâche, et à l'arrivée, le stylo va tomber dans une direction, donc je vais partir d'un état symétrique, et l'instant d'après, la nature, si j'avais fait ça proprement, a choisi une direction. C'est comme si je mettais une bille dans le culot d'une bouteille. Bon, je mets la bille en haut du culot de la bouteille, je la lâche, elle va tomber dans le fond de la bouteille, dans un point donné. Donc là, il y a une brisure de symétrie. Cette brisure de symétrie, elle a permis, en particulier, de comprendre aujourd'hui pourquoi les particules ont une masse. Dans les années 60, il y avait beaucoup de théories, toutes aussi intéressantes les unes que les autres, dont une qui était particulièrement intéressante sur la façon dont on pouvait décrire les quarks, la matière, les forces, mais qui avait un léger défaut, enfin même un défaut assez grave, c'est que la prédiction, une des prédictions de cette théorie, c'était que toutes les particules sont sans masse. Alors là, c'était un peu embêtant, parce qu'il y a des particules qui sont sans masse pour des bonnes raisons. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la force électromagnétique. La force électrostatique étant 1 sur R2, R, ça peut être très grand. Donc en fait, ça a une portée infinie. Donc les gens, à partir du moment où ils ont vu qu'il y a des interactions qui avaient des portées infinies, avec le petit schéma du boulet qui passe d'un bateau à l'autre, on imagine que la force donc se propage avec un messager. Si elle a une portée infinie, la conclusion, c'était que le messager était de masse nulle. Et donc, le photon, qui est le messager de l'interaction électromagnétique, de la force électromagnétique, a en effet une masse nulle. Alors évidemment, on ne peut pas mesurer une masse nulle, mais on peut faire des limites. Cavendish, en mesurant la charge électrique, on peut déjà, avec les résultats de Cavendish, induire une limite sur la masse des photons. Aujourd'hui, avec les supernovas, avec plein de mesures différentes, on peut mettre une limite sur la masse du photon. Mais il se trouve qu'il y a une bonne raison pour que la masse du photon soit nulle. À côté de ça, il y a une bonne raison pour que, par exemple, dans la radioactivité, c'est une force qui se passe au niveau du noyau. Au niveau du noyau, ça veut dire que c'est des distances extrêmement faibles. Comme les distances sont extrêmement faibles, on en déduit que le messager de l'interaction faible, responsable de la radioactivité, a une masse énorme. Et donc, on était même capable, dans les années 60, de prédire la masse de ce messager. Donc, la masse de ce messager devait être à peu près de l'ordre de 100 fois la masse d'un proton. Alors là, on était très embêtés parce qu'on avait une théorie qui allait bien, qui prédisait un tas de choses, mais l'une des prédictions fondamentales, c'était que toutes les particules devaient avoir une masse nulle. Il y en a, c'était bien, d'autres, c'était pas terrible. À part le boson, le messager de l'interaction faible, il y avait évidemment l'électron a été mesuré, la masse de l'électron a été mesurée il y a bien longtemps par Rutherford, je crois, et la masse de l'électron n'est pas nulle. Donc on était assez ennuyé de trouver une théorie qui prédisait des objets à masse nulle, tous les objets à masse nulle, alors qu'on savait qu'il y en avait qui ne l'étaient pas. Et en fait, grâce à des physiciens, des théoriciens, en introduisant ce qu'on appelle une brisure de symétrie, cette brisure de symétrie peut être vue de façon assez simple, comme l'univers a été à une époque, au moment du Big Bang, très dense, très chaud. Son volume a augmenté, sa température a diminué, et donc il y a eu en fait ce qu'on appelle des transitions de phase. Des transitions de phase, comme peut y avoir des transitions de phase en thermodynamique. Et cette transition de phase a induit, à un moment donné, une brisure de symétrie. Cette brisure de symétrie a permis, en supposant l'hypothèse qu'elle était liée à ce qu'on appelle le champ de Higgs, a permis, en faisant interagir toutes les particules avec ce champ de Higgs, d'obtenir des particules qui n'interagissaient pas avec ce champ et donc qui étaient sans masse, et d'autres particules qui interagissaient de façon intensive avec ce champ et donc avaient une masse. Donc en fin de compte, on cherche les symétries. La première chose après qu'on cherche, c'est est-ce que par hasard on ne pourrait pas briser la symétrie d'une façon ou d'une autre pour expliquer un certain nombre de phénomènes, pour finir par obtenir un modèle mathématique à peu près cohérent et surtout prédictif. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a un changement de paradigme dans la façon dont les gens
ont travaillé dans notre domaine, c'est que jusqu'à une certaine époque, les gens cherchaient des nouvelles particules, cherchaient à comprendre comment les particules interagissaient entre elles. Et puis tout d'un coup, les gens se sont dit, non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut changer, on va chercher les symétries fondamentales qui nous entourent. Alors ces symétries ne sont pas forcément des symétries d'espace ou de temps. Souvent, c'est des symétries mathématiques assez profondes qui sont liées à la description mathématique des particules élémentaires. Et en cherchant ces nouvelles symétries, on va prédire l'existence de nouvelles particules. Alors il y a quelque chose qui est très solide chez nous, qui s'appelle la supersymétrie. C'est une théorie qui a une quarantaine d'années. Il y a des millions de pages qui ont été publiées. C'est extrêmement prédictif. C'est très intéressant. C'est super... C'est sans conséquence parce qu'on n'en voit pas le début de la moitié d'une preuve. Par contre, il y a énormément de gens dans notre domaine. Moi, je fais partie des gens qui, des fois, essayent de trouver des objets comme ça. Pourquoi ? Parce que ça solutionnerait un tas de problèmes divers et variés. En particulier, par exemple, un des problèmes dont je vais vous parler dans 5 minutes, qui est la matière sombre. Mais disons que aujourd'hui, les gens commencent à essayer de regarder s'il n'existe pas des symétries qu'on aurait ratées et qui nous expliqueraient une partie de la nature qu'on ne comprend pas bien. Alors, juste pour dire quelle est cette symétrie, tout à l'heure, je vous ai parlé, d'un côté, vous avez des forces, de l'autre côté, vous avez de la matière. En fait, tout ça peut être décrit par ce qu'on appelle des champs. Et en fait, cette supersymétrie, ce serait une symétrie qui existerait entre les objets de matière et les objets de force. Donc, c'est un moyen de solutionner un tas de problèmes techniques et surtout de prédire des objets, des nouvelles particules qu'on n'a pas observées, qu'on cherche intensément, et qui nous permettrait d'expliquer un certain nombre de choses dans la nature. Alors, c'est un petit dessin d'une dessinatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lison Bernet. Et donc, bon, je travaille au LHC, on cherche bien évidemment ces particules de supersymétrie pour essayer de prouver que la supersymétrie existe. Et donc, dans ce petit dessin, elle montre la supersymétrie qui vole au début, ça va repartir. Voilà, la supersymétrie vole, tout d'un coup il y a quelqu'un en bas. Ce quelqu'un en bas, c'est une expérience qui s'appelle LHCb, c'est une des 4 expériences qui est au CERN. Et donc il prend sa flèche, LHCb, ça s'appelle le BS en mu-mu. Alors, le BS, c'est un mélange de quarks qui doit finir en 2 muons, le muon étant un électron plus lourd. Okay. Et donc ces gens-là ont cherché le BS en mu-mu. Pourquoi ? Parce que si la supersymétrie existait, ça veut dire qu'il y a on devrait élargir le spectre de désintégration de ce mélange de quarks qu'on appelle le BS, et on aurait dû trouver une grosse quantité d'événements en muon-muon. Et il s'est avéré que cette expérience LHCb et une autre, CMS, ont trouvé exactement ce que prédit le modèle standard. Donc ça, évidemment, ça a donné un gros coup fatal à pas mal de solutions sur la supersymétrie, mais probablement que, comme d'habitude, on comprend mal les choses, il faut réfléchir, il faut refaire des mesures, mais comme ce dessin me plaît beaucoup, je vous l'ai montré. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la matière et de la façon dont on l'a classifiée. Pourquoi ? Parce que ça a été une suite toujours de même mécanisme de déduction qui a été mis en place. J'ai combien de temps ? Je suis paumé, moi. Ça va ? 20 minutes ? C'est bon, parfait. Alors, un mot sur Mendeleïev. Donc, j'imagine que tout le monde enseigne Mendeleïev en classe. Bon, ça, c'est le tableau original. Alors, évidemment, la résolution n'est pas terrible, donc j'ai reproduit le tableau ici. Ce qui est important là-dedans, c'est que la façon dont Mendeleïev a organisé les connaissances de l'époque au niveau atomique et chimique a permis, il y a 3 petites flèches qui pointent vers des points d'interrogation à l'époque. Donc Mendeleïev, il dit, si son modèle est juste, ces objets, ils doivent exister. Et en fait, ces objets, c'est scandium, gallium et germanium, et il se trouve que ça a été observé du vivant de Mendeleïev. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'était juste cela que j'ai trouvé assez impressionnant, que quelqu'un mette en place un mécanisme qui devait suivre des principes assez simples, et qu'on a réussi à montrer que grâce à cette organisation, on était capable d'observer des objets qui n'avaient encore jamais été observés. Juste une remarque, il se trouve qu'à la même époque, il y avait un Anglais, un peu avant, qui s'appelait Dalton, pas Joe, mais John, et ce monsieur, il avait proposé également une organisation des atomes,
Sauf que son système n'était pas du tout prédictif. Donc évidemment, on a abandonné Dalton pour Mendeleïev. Bon, ça, j'imagine que vous connaissez. En fait, il est arrivé à peu près la même chose en physique des particules. Donc là, vous avez une espèce de résumé des découvertes en physique des particules. Alors, l'électron, le proton, le neutron, le positron, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis, tout d'un coup, dans les années 50-60, on s'est mis à avoir des accélérateurs suffisamment puissants pour faire plein de mesures. Et on a vu apparaître une grosse quantité de... Oui, je cherchais le terme, mais je ne voulais pas... OK. Une grosse quantité de trucs, on va dire. Des particules, alors on pouvait mesurer un tas de choses, on pouvait mesurer leur charge, leur masse, Dieu sait quoi. Et donc ça, c'était un petit peu embêtant quand même, parce que les gens ne comprenaient pas très bien comment c'était organisé. Et il fallait bien trouver une espèce de règle à la Mendeleïev pour essayer de classer toutes ces nouvelles particules qui apparaissaient, qui semblaient avoir des masses proches, mais pas exactement proches, des comportements, des canaux de désintégration qui se ressemblaient. Tout ça était un petit peu bizarre. Et donc à cette époque-là, il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, il y a des gens qui faisaient des choses simples, qui envoyaient un électron sur un proton. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je ne sais plus si c'est Thomson ou je ne sais pas. Enfin, assez rapidement, on s'est dit que le proton avait une certaine extension spatiale, simplement en regardant la figure de diffusion d'un électron sur le proton. Donc les gens, avec l'avancement des technologies, ont réussi à aller un peu plus violemment, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va envoyer une sonde sur le proton et puis regarder un petit peu ce qu'il en sort. Donc ce qu'il en sort, grosso modo, c'est si on croit à la pétanque et au choc élastique, hein, c'est pas compliqué, hein, j'ai un objet qui arrive, qui rebondit et qui repart, il suffit de regarder l'angle de l'électron émis, puis avec 3 équations, on arrive à savoir ce qui se passe. Ça devrait aller en 1 sur sinus à la puissance 4 de l'angle de sortie. Là. Donc ça, c'est le trait qui est dessiné ici, en pointillé. Donc ça, c'est ce qu'on aurait dû obtenir si le proton avait été ponctuel et que j'avais fait des chocs élastiques de la pétanque. Évidemment, les gens ont fait des mesures, alors à 2 énergies différentes. Il y a des points noirs, on ne voit pas bien, les points noirs, ils sont là, et puis les points blancs, ils sont là. Et puis, comme vous pouvez le voir, en fonction de l'énergie de sortie, on va dire, de l'énergie emportée, c'est plat. Alors là, juste pour vous donner une espèce d'image, je reviens à l'œil. Les gens ont développé, à un moment donné, ils se sont aperçus que l'œil, c'était sympa, mais pour voir des petits trucs, c'était moyen. Donc on a développé des microscopes. Et puis des microscopes, c'est bien, mais ça utilise la lumière, ça utilise les longueurs d'onde visibles. Les longueurs d'onde visibles, ça va de 700 nanomètres à 400 nanomètres. En disant 500 nanomètres. Vous voyez bien qu'avec une sonde de 500 nanomètres, je peux difficilement aller jardiner dans un objet qui ferait 1 nanomètre. À la rigueur, je peux voir des objets de l'ordre du micron, 2 fois plus que la taille de la sonde, mais probablement pas des trucs 500 fois plus petits que la sonde. Donc, si vous avez une sonde et que, quelle que soit l'énergie que vous fournissez, c'est totalement plat, eh bien, vous en déduisez que votre sonde, elle n'arrive pas à rentrer dans l'objet, mais qu'elle rebondit vraiment. Et donc, en fait, cette image à Slack, ça a été le moyen de montrer qu'il y avait une structure interne au proton et qu'elle était ponctuelle. C'est-à-dire que l'électron arrive, alors ce n'est pas lui qui percute, si j'ose dire, qui interagit directement avec le proton, mais il va, à travers un photon qui est émis, interagir avec le contenu du proton. Et en fait, c'est comme si le contenu du proton était fait de structures ponctuelles. Donc ça, d'un côté, c'est les mesures. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui s'étaient dit, on connaissait déjà, peut-être qu'on aurait pu imaginer qu'à l'intérieur du proton, il y avait peut-être des sous-particules qu'on appelait quarks. Les gens imaginaient qu'il y en avait 3 au départ, qu'ils appellent Up, Down et Strange. Alors c'était un peu embêtant à l'époque parce que déjà, ça commençait à des charges électriques qui n'étaient pas entières, ça plaisait moyennement aux gens. Par ailleurs, ça plaît toujours moyennement aux gens. Mais bon, l'électron est élémentaire, on dit qu'il a une charge 1, l'anti-électron une charge -1.
comment on fait pour construire des charges fractionnaires, c'est pas clair, mais disons que ça a le gros avantage de marcher. Et puis, ces gens-là, Gell-Mann et Zweig, ils proposaient, ils disaient, ben voilà, si on suppose que ces objets-là existent et qu'ils ont ces charges-là et d'autres caractéristiques, à ce moment-là, si je prends deux quarks U, ça fait 2 fois 2 tiers, 4 tiers, plus un quark D, en fait, c'est l'antiquark, il me manque une barre ici, donc ça fait moins 1 tiers, puisque c'est l'antiparticule. Eh bien, j'arrive à construire un proton, et puis si je fais le contraire, si je mets un quark U, 2 quarks D, j'arrive à faire un neutron. Alors, il propose ça, et puis, il regarde les mesures. Alors là, je vous ai mis la totalité des particules à l'époque. Et puis, on s'est aperçu que si on se débrouille bien en mettant la charge, d'autres paramètres quantiques qui définissent chaque particule. Alors, par exemple, le proton, on voit qu'il a une charge 1. Le neutron, il a une charge 0. Donc, c'est mon téléphone, je suis désolé. Je vais juste l'arrêter. On arrive en fait à construire un tas de saletés. Et rien qu'avec cette espèce de description géométrique un peu simplette, eh bien, on était capable, en particulier, de prédire de nouvelles particules. Parce qu'évidemment, quand on a commencé à faire ces dessins-là, il y avait que le proton, le sigma+, le neutron, et puis il y avait des cases vides. Donc les gens se disaient, c'est simple, si ces cases sont vides, un peu comme dans la table de Mendeleïev, je vais aller chercher dans des cas bien précis et je vais les observer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce schéma-là a eu son heure de gloire. Ça a toujours son heure de gloire, il n'y a pas de doute, mais disons qu'il a évolué un petit peu pour pouvoir prendre en compte un certain nombre d'autres choses. Et puis, ça a surtout permis d'avancer et comment dirais-je, ce coup-ci, d'être capable de... Toutes les particules ici commençaient à être décrites non pas comme des objets indépendants, mais comme une construction à partir d'objets plus fondamentaux, qu'on appelle les quarks. Alors, juste une remarque, je voulais parler d'antimatière vite fait, c'est-à-dire qu'on a découvert l'électron assez rapidement, et puis il y a un monsieur extrêmement connu chez nous qui s'appelle Dirac, en 28. Ça, c'est pour insister sur le fait qu'on a absolument besoin, quand on fait une mesure, de faire en même temps un calcul qui doit être cohérent avec la mesure. Ce monsieur Dirac, il a développé, il a été le père de la mécanique quantique mathématique. Et puis, il était plutôt mathématicien, et il y avait quelque chose qui l'obsédait un petit peu, c'était, je dirais, la symétrie ou la beauté des équations. Ça, c'est très discutable, mais... il était un petit peu embêté parce qu'il s'est retrouvé à un moment donné avec une solution en racine de E carré, donc de l'énergie au carré. Alors il s'est dit, j'ai deux solutions, soit l'objet il a une énergie E, soit il a une énergie moins E. Parce que E au carré, ça fait E carré, moins E au carré, ça fait E carré. Donc il a dit, écoutez, c'est pas possible cette affaire. Si la solution d'énergie positive, c'est l'électron, moi, dans mes calculs, j'ai une solution d'énergie négative. Il doit exister un objet d'énergie négative. Alors, ça a perturbé pas mal les gens à un moment. Donc aujourd'hui, on ne parle pas d'énergie négative. Il a une énergie positive comme celui de l'électron, mais il se trouve que c'est sa charge qui est opposée. Donc on connaissait la charge de l'électron qui semblait être négatif. Et puis M. Anderson, quelque chose comme 3-4 ans plus tard, dans une chambre à brouillard, il a vu passer un objet qui, manifestement, tournait dans le même sens qu'une charge positive et était extrêmement léger. Et donc, il s'est dit, c'est bizarre, ça ressemblerait peut-être... Enfin, il ne s'est pas dit ça, ça a mis un certain temps à ce que les gens fassent le lien entre ces deux choses. Mais grosso modo, ce monsieur a découvert le positron, donc a découvert l'antimatière. Alors, je ne sais plus pourquoi je voulais vous parler de l'antimatière, ça devait être une bonne idée, mais ça m'échappe maintenant. Non, l'antimatière, c'est quelque chose d'assez naturel. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, parce qu'en fait, là-dedans, évidemment, il y a des objets de matière, et puis il y a des objets qui semblent totalement identiques, mais de charge opposée. Donc, des objets totalement identiques de charge opposée, une charge, c'est la matière, la charge opposée, électromagnétique, c'est l'antimatière. Donc, il fallait bien expliquer pourquoi j'avais des plus et des moins partout, et c'était peut-être une bonne raison de vous raconter ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la matière connue, alors je mets connue parce qu'on est assez embêté, vous allez voir pourquoi,
Mais la matière connue, elle se résume à des petites briques élémentaires. Alors il y a les quarks, ça, principalement ces deux-là, ça me fait la totalité, ces deux quarks-là et l'électron, ça me fait la totalité des 90 ou des 100 atomes pseudo-stables qu'on a dans la table de Mendeleïev. Okay. Il se trouve que nous tombe sur la tête un tas de particules cosmiques diverses et variées dans lesquelles on peut observer les autres. Et puis, en fin de compte, pour des raisons, là pour le coup, purement mathématiques, la troisième famille ici, elle a été prédite. Elle a été prédite parce que les gens avaient un modèle pour les deux premières familles. Puis on avait un problème, c'est qu'il y avait dans les symétries dont je vous ai parlé tout à l'heure, les symétries de temps, des symétries de parité, par exemple mon image dans un miroir. Okay. Quand on fait le produit de ces symétries, il y avait un problème, les symétries de charge. Quand on fait le produit des symétries, par exemple la symétrie de charge et la symétrie de parité, on se retrouvait avec quelque chose qui était légèrement violé, une légère brisure de symétrie qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et pour réussir à expliquer cette légère brisure de symétrie, il suffisait de rajouter une famille, et mathématiquement, tout devenait cohérent. Donc en fait, les gens se sont mis à chercher cette troisième famille, et puis ont commencé à observer les objets de cette troisième famille. Et donc aujourd'hui, cette matière connue, c'est le moyen de décrire la nature telle qu'on pense la comprendre, jusqu'à une certaine température. Alors, je ne peux pas vous parler de tout ce que je vous raconte sans vous parler de mécanique quantique. Et alors le plus simple pour moi, c'est ça. Donc la mécanique quantique, c'est un peu fatigant au sens où c'est loin du sens commun et c'est très calculatoire, mais c'est un outil de calcul, de prédiction et de simulation absolument fantastique. Donc juste pour vous faire un flash là-dessus, voilà, on cherche quelque chose qui aurait par exemple une image, une ombre rectangulaire et aussi une ombre d'un disque. Alors évidemment, vous dites ça à un enfant, il va être un peu perturbé, il se dit bah non, c'est pas possible. Évidemment, c'est possible, il suffit de regarder un cylindre dans deux directions de l'espace différents. Donc si je regarde dans une direction, je vais voir que c'est un rectangle, si je regarde dans autre direction, je vais voir que c'est un disque. Mais vous voyez bien que l'objet de départ est unique, et comme tout à l'heure avec mon lapin, j'ai des petits effets qui sont dus à la façon dont j'observe les choses. Fondamentalement, le problème de la mécanique quantique, c'est l'observateur. Ce serait mieux de ne pas avoir d'observateur, mais on ne travaillerait pas beaucoup, tout ça, je ne serais pas payé par mois. Donc, bon. Pourquoi je vous parle de la mécanique quantique et des cylindres et des images comme ça? C'est parce qu'il y a une expérience fondamentale chez nous qui sont les fentes Young. Alors c'est assez simple, vous avez une source ici, alors ça peut être des photons ou ça peut être des particules élémentaires, un électron par exemple. Vous faites deux fentes et puis vous regardez ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça a été fait. Donc il y a une grande bataille en physique, en mécanique quantique longtemps pour dire est-ce que la lumière est plutôt corpusculaire telle que Newton pouvait l'imaginer, est-ce que la lumière est plutôt ondulatoire telle que Huygens le supposait. Donc les gens se sont empaillés pendant des années jusqu'à comprendre qu'en fait c'était ce cylindre qu'on ne regardait pas tout à fait de la même manière dans les deux directions. Donc quand vous faites l'expérience des fentes Young, si vous attendez très peu de temps, vous allez voir, vous ne voyez pas, mais vous me faites confiance, il y a des points qui vont apparaître de façon, semble-t-il, aléatoire. Et puis, si vous attendez longtemps, ces points, ils continuent de façon aléatoire. Donc, si je regarde que jusqu'ici, A et B, la conclusion, c'est que, par exemple, la lumière est corpusculaire. Pourquoi? Parce que j'ai une source de photons, elle passe ici, elle fait un signal ici, pof, j'ai un point ici. Le photon suivant, il passe par là, il va ailleurs, et donc j'en déduis en regardant 1 et 2, A et B, que la lumière est corpusculaire. Évidemment, si j'attends suffisamment longtemps, je vais voir apparaître une figure de diffraction, c'est-à-dire qu'il y a les endroits où les photons s'entassent et les endroits où il y a moins de photons, et en fait parce qu'il y a interférence entre les deux photons, et donc entre le même photon, et en fait ce qui se passe, c'est que le photon il part ici, et en fait si on le voit comme une onde, il va passer à travers les deux fentes, il va y avoir deux ondes en mécanique classique qui passeraient, et donc il y a interférence entre ces deux ondes, et les interférences entre ces deux ondes vont donner cette figure de diffraction. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, grâce à la mécanique quantique, on peut expliquer ça mathématiquement, on peut être capable de prédire, et c'est donc un outil qui chez nous, sert en permanence.
Alors, je vais vous parler du meilleur détecteur que je connais. Bon, là, il y a l'œil, l'oreille, tout ça, c'est pratique. Mais en fait, celui-là, c'est celui que je préfère. C'est le sable. Alors, pourquoi je vous parle d'un détecteur? Parce qu'on ne peut pas faire seulement des observations. Il faut qu'on fasse des mesures. Il faut qu'on fasse des mesures qui soient redondantes pour avoir un maximum d'informations pour essayer de reconstruire ce qui n'a pas bien pu se passer dans un phénomène physique. Alors ça, le sable, c'est très simple. Vous imaginez que vous allez le matin sur la plage et puis vous voyez les traces de pas dans le sable. Donc évidemment, ces traces de pas dans le sable, il suffit que vous mettiez votre pied à côté. Si votre pied est plus grand ou plus petit, vous allez tout de suite savoir si la personne qui est passée avant vous est plus grande ou plus petite. Si vous vous enfoncez plus profond dans le sable ou moins profond, vous pouvez en déduire si elle est plus lourde ou plus légère. Si vous avez un horaire des marées et que vous mesurez la distance à la mer, vous pouvez même en déduire le moment où elle est passée. Donc, ce détecteur, évidemment, il est imparfait. Il ne me dira jamais l'âge, le sexe, la couleur des vêtements, mais il va me dire que quelqu'un est passé plus grand, plus petit que moi, plus gros, plus léger que moi, et environ à quelle heure. Et pourquoi c'est important ça, ce environ à quelle heure? Parce qu'en physique, quoi qu'on fasse, c'est entaché d'erreur. Donc par exemple, aux étudiants, souvent je leur dis, je fais 1m80. Si je vous dis je fais 1m80 à 1 mètre près, ou si je fais 1m80 à 1 micron près, quelle est la mesure juste? 9 fois sur 10, on me dit 1m80 à 1 micron près. Ce qui est évidemment faux, puisque mes cheveux font déjà 50 microns. Donc, Par contre, 1m80 à 1 mètre près, c'est une bonne mesure et c'est juste. Donc ce qui compte, c'est plutôt en physique l'estimation des erreurs. Évidemment, comme la marée monte toutes les 6 heures, je peux dire que quelqu'un est passé dans les 6 précédentes heures où je suis passé. Mais en fait, on peut arriver à faire des mesures plus précises, peut-être à 20 minutes, 30 minutes près, simplement en mesurant une distance et en connaissant l'avancée des marées. Donc ça, c'est le principe d'un détecteur. Ce qu'on utilise chez nous pour faire les mesures du boson de Higgs, c'est exactement ça. On n'a évidemment pas toutes les informations, on n'a que des informations partielles, mais comme Sherlock Holmes, comme une enquête policière, on prend toutes ces informations partielles, on essaye d'appliquer dessus un raisonnement logique. En fait, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on a une modélisation, et donc on compare la modélisation, le raisonnement logique aux mesures. Et quand on est d'accord, on pense qu'on a plus ou moins compris ce qui se passe. Alors ça, c'est le détecteur sur lequel j'ai travaillé. Donc c'est un détecteur qui fait 45 mètres de long. Et, alors ça, c'est la simulation. Donc si vous voulez, ça, c'est l'observation. On fait des mesures, c'est l'œil, c'est l'appareil photo. C'est un appareil photo. Hein. Et puis ça, c'est la modélisation. Forcément qu'avant de construire ce détecteur, on a totalement modélisé le détecteur dans nos ordinateurs. C'est un objet qui fait 45 mètres de long, 24 mètres de diamètre. Il y a 90 millions de pixels, ce qui n'est pas tellement mieux qu'un appareil photo moderne. La seule différence avec un appareil photo moderne, c'est qu'on prend une image toutes les 25 nanosecondes. 0, vous mettez 8 zéros et un 2, ou 7 zéros et un 2. Donc on prend des photos souvent. Donc le problème, c'est des prises de photos souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait les données? Et surtout, est-ce qu'on a le temps de faire les mesures? Donc ce détecteur, en fait, il est cylindrique. C'est des cylindres, les uns empaillés dans les autres, comme un oignon. Chaque cylindre a une capacité à donner une information. Chaque cylindre, ça pourrait être le sable, une information. Et ensuite, on somme toutes les informations des traces laissées par le détecteur, par les particules dans le détecteur, et la somme de ces informations vont nous permettre de remonter à l'histoire de ce qui s'est passé au moment de la collision. La collision, c'est on envoie 100 milliards de protons par ici, 100 milliards de protons par là, ça se croise ici. 100 milliards de protons, ils se croisent sans se voir la plupart du temps. Si je prends une boule... Alors 100 milliards, c'est le nombre d'étoiles dans la galaxie, pour vous donner un ordre de grandeur. 100 milliards de protons, si un proton faisait la taille de mon petit ongle, dans ce paquet de 100 milliards de protons, le suivant, son plus proche voisin, il est à 60 km. Donc en fait, j'ai beau avoir 100 milliards de protons, il ne se passe pas grand-chose quand ils se croisent. Donc en fait, on est obligé de faire des croisements très souvent, tous les 25 ou 50 nanosecondes, et c'est pour ça qu'on est obligé de construire ce genre d'appareillage qui, électroniquement parlant, est assez performant. Donc les collisions ont lieu quelque part par là. C'est pas compliqué. On utilise la formule d'Einstein, E égale mc carré. Vous emmenez de la matière, m c'est les protons. Ils se croisent,
ils interagissent. Ce n'est pas vraiment une collision au sens pétanque du terme. Hein. Ils se croisent, ils interagissent par un échange de photons, un échange d'objets. En interagissant, la totalité de la matière et de l'énergie de ces deux protons est transformée en une grosse quantité, une grosse boule d'énergie disponible, qui immédiatement se retransforme en matière, dans des temps extrêmement faibles, 10-24 secondes, quelque chose comme ça. Donc évidemment, on ne voit jamais la boule d'énergie, on voit la matière qui ressort, qui immédiatement est recréée à partir de l'énergie disponible au moment de l'interaction. La plupart des objets créés ont une durée de vie extrêmement courte, donc en fait on voit la désintégration de ces objets-là, ou des fois deux niveaux de désintégration, etc. Donc on cherche des signatures un peu spécifiques, des images, et surtout, avant de faire des recherches quelconques, on commence par vérifier que le détecteur marche. Comment on fait pour savoir si le détecteur marche? Le détecteur, on l'a complètement simulé dans les ordinateurs. Donc on a rentré tout ce que la physique connaît depuis aujourd'hui sur la détection. Ensuite, on fait des simulations, c'est-à-dire qu'on fait des croisements de protons. On sait calculer, on sait prédire ce que ces croisements de protons vont donner. Et donc, en fait, on compare ce qu'on appelle la simulation aux données. Alors, ce qui est en point noir, c'est les mesures du détecteur. Ce qui est en bleu, en toutes les couleurs, c'est les calculs qu'on est capable de faire. Et ensuite, on compare. Et puis là, vous voyez, sur à peu près 6 ou 7 ordres de grandeur, les mesures et le calcul sont en parfait accord. En fait, on voit le rapport ici entre les mesures et le calcul. Donc on commence par faire des choses simples. On redécouvre la totalité de ce que tout le monde sait depuis 50 ans. On fait des mesures simples, on vérifie que le détecteur fonctionne tel qu'il est supposé fonctionner. Et à partir du moment où on a des résultats comme ça, on commence à chercher des nouveaux trucs. Alors les nouveaux trucs, c'est par exemple chercher ce genre d'objet. C'est un candidat Higgs qui se désintègre en 4 muons, 4 électrons lourds, 4 muons. Évidemment, comme pour le sable, on ne voit pas les traits bleus qui sont dessinés ici pour guider votre regard. On voit les petites traces rouges dans ce détecteur, ici et là. Et puis on voit des dépôts d'énergie en violet. Et ensuite, il y a tout un système de software, de logiciel, qui va interpréter ces informations et ensuite reconstruire l'événement tel qu'il est là. Ensuite, à partir des informations qu'on aura mesurées sur les particules qui ont traversé le détecteur, comprendre ce qui s'est passé au centre. Donc là, vous avez un candidat. Alors, ce code est une petite animation qui est importante, c'est que, en fait, on utilise la mécanique quantique en physique pour une raison simple, c'est que la nature est probabiliste. J'y peux pas grand-chose, c'est comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait plusieurs fois la même mesure. En fait, on fait une dizaine, une centaine de milliards de fois les mêmes mesures. Ensuite, on filtre les données et on obtient ce genre de plot. Alors pourquoi je vous l'ai montré, c'est parce que vous avez vu que, en fait, on ne voit pas grand-chose. Je vais essayer de le remonter. Ça met un peu de temps à se relancer. On ne voit pas grand-chose au début parce qu'il y a énormément de bruit de fond. Il se trouve que la nature est capable de mimer de façon parfaite le type d'objet qu'on cherche. Donc, si vous faites des mesures que pendant un tout petit temps, jusqu'au 13 septembre 2011, vous ne voyez rien, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, vous accumulez les données. Alors ici, c'est la masse de l'objet cherché. Ici, c'est le nombre d'événements. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on voit apparaître un tout petit picaillon ici. Alors après, il faut utiliser des outils statistiques pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On vérifie dans plusieurs types de canaux. On ne regarde pas seulement, là, c'est un X qui se désintégrait en 2 photons. Il y a 4 électrons, 4 muons. Enfin, il y a plusieurs canaux. Et on vérifie que tous pointent vers un objet qui a la même masse. Et donc, en 2012, le 4 juillet, on a pu, 40 ans après la proposition de Higgs, Engler et d'autres, dire en effet, la brisure de symétrie pour expliquer la masse des particules est juste, parce qu'on observe ce picaillon qui correspond à ce qu'on appelle le boson de Higgs. Et le boson de Higgs, c'est le quantum du champ de Higgs. Un peu comme le photon et le quantum du champ électromagnétique. Donc en observant cet objet-là, on en déduit que le champ de Higgs existe, qu'il y a une brisure de symétrie, que c'est l'interaction
des particules existantes à travers ce champ de X qui leur donne une masse. Alors, je vais terminer par le cinéma. Bon, ça, c'est Darth Vader pour les plus jeunes. Pour les plus vieux, ils ne savent pas non plus, donc c'est Darth Vader aussi. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, en fait, je vous ai un peu escroqué pendant 3/4 d'heure. Je vous ai parlé de moi, de vous, de la chaise, des étoiles, de tout ça. Ça va être très intéressant. Mais en fait, c'est pas grand-chose dans l'histoire de l'univers. Alors, première chose, ça c'est pour vous montrer qu'on est capable de faire des mesures sans voir. C'est un principe fondamental. L'œil, c'est, il ne faut pas croire les yeux, il faut croire simplement à des mesures et déduire ensuite ce que les mesures peuvent indiquer. Il faut faire gaffe au soleil qui tourne autour de la Terre, par exemple. Là, il y a une petite croix rouge, c'est pour vous montrer autour de quoi tourne. C'est des images qui ont été prises. Ça, c'est les années. Chaque croix correspond à une image, puis ensuite on a fait un chiffre animé. Okay. Donc on voit que les étoiles entre 92 et 2006, elles semblent plus ou moins graviter. Alors je crois que c'est le centre galactique, et c'est le trou noir qui est au centre de notre galaxie, qui doit faire 10 puissance 5 masse solaire, un truc comme ça. Donc ça c'est pour vous dire que c'est pas parce que je vois pas le trou noir qu'il n'est pas là, déjà. En tout cas un truc, on va l'appeler trou noir, peu importe si c'est pas exactement ce que la relativité générale nous dit, mais disons qu'il y a un truc massif, invisible, qui fait que les étoiles tournent autour de ce machin-là de façon assez claire. Alors ça c'est bien, on se dit bah ouais, je vois rien, mais j'ai bien compris, la relativité générale, il y a tout bête, tout est ok, on est trop fort. En fait, on n'est pas trop fort, on est moyennement fort. Pourquoi on est moyennement fort? Parce qu'il y a des gens qui regardent le ciel depuis longtemps, par exemple des galaxies spirales comme ça, et qui font un plot d'une simplicité à mourir. On prend une étoile ici, on est capable d'estimer sa distance au centre, donc ici c'est la distance au centre de la galaxie, et puis on est capable, avec l'effet Doppler, de vérifier sa vitesse radiale. Et donc je mets sa vitesse radiale ici. Donc si je crois, sans aller jusqu'à Einstein, si je crois simplement à Newton, hein, tout à l'heure on a discuté que la force est en 1 sur R2, donc le potentiel en 1 sur R, donc en fait, plus je suis loin du centre du disque, plus la gravitation devrait avoir un impact faible, et donc la vitesse des étoiles, très loin du centre de la galaxie, devrait être plus faible que au centre. Sauf que ça, c'est les poids de mesure. Alors là, vous êtes embêtés, vous dites, bon, ben, il n'y a pas 36 solutions, en fait, il y en a deux claires. Soit Newton s'est vautré sur 1 sur R2, c'est pas en 1 sur R2. Aux grandes échelles, il faut faire une correction. Et donc, il y a un effet que je ne vois pas dans le système solaire, que je ne vois pas dans la galaxie, mais il y a un effet résiduel qui fait que quand je suis très loin, sur les grandes distances, il est possible que la gravitation soit différente et donc je tourne plus vite que ce que j'imagine. Deuxième solution, vous dites, quand vous êtes physicien des particules, grosso modo, ça, c'est la Voie lactée dans laquelle je lis. Et puis, vous ne voyez pas, mais il y a une sphère qui fait à peu près un facteur 5 de rayon autour, qui serait faite de matière sombre. Matière sombre, quand on dit sombre ou noir, c'est qu'en général, on ne sait pas. Façon de dire je ne sais pas. Mais toujours est-il que si je rajoute un objet en quantité suffisante, alors vous voyez bien que c'est une densité, hein, soit beaucoup d'objets légers, soit peu d'objets lourds, enfin, vous débrouillez pour trouver le bon rapport, vous avez ce qu'on appelle le halo, donc vous avez Newton, vous avez les nouvelles particules hypothétiques imaginées, et puis vous finissez par tomber sur votre mesure. Alors, on a d'autres manières de voir ça. Ça, c'est une image qui est très connue, c'est une collection de galaxies. Alors, ces collisions de galaxies, ça a eu lieu, c'est des milliards d'années, c'est reconstruit, de la même manière, c'est déduit. Donc, c'est les images en X d'un côté, et puis visuelles de l'autre. Et en fait, on s'aperçoit que les galaxies sont bien séparées, elles se sont croisées, elles se sont séparées. Donc, manifestement, ces parties-là qui représentent la matière noire ont l'air de s'être croisées sans quasiment se voir, tandis que la matière ordinaire a manifestement interagi. Alors ça, c'était le début des trucs qui ne sont pas clairs. La matière sombre, on ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, on en voit les effets, un peu comme le trou noir, mais autant le trou noir, on aurait des explications pour expliquer pourquoi, comment ça marche. Autant la matière sombre dans la galaxie, c'est pas limpide. Alors l'énergie sombre, alors là c'est plus embêtant.
il y a Hubble, en 29, il s'est mis à regarder dans son télescope et il s'est aperçu que plus il regardait un objet lointain, plus il allait vite. Donc vous avez une espèce de plot distance. Alors la distance, c'est toujours très compliqué à estimer. Et puis, la vitesse, on peut la mesurer plus facilement, et toujours est-il qu'il y a des espèces de... Donc ça, il y a comme une accélération, il y a comme une dépendance à la distance. Alors c'est représenté par cette sphère. C'est comme vous prenez un ballon de baudruche, vous dessinez 2 points contigus sur votre ballon de baudruche, vous soufflez dedans, forcément, quand le ballon de baudruche il est comme ça, les 2 points sont très éloignés. C'est un peu ce qui se passe. Et donc, cette vision qui est une image, hein, c'est pas forcément topologiquement comme ça qu'est l'univers, mais en tout cas, cette image vous donne un peu la façon dont on voit les choses. Plus simplement, je regarde le ciel la nuit, je vois plein d'étoiles. Supposez que je sois là dans 10 milliards d'années au même endroit, bon, ça pose des problèmes, je vous laisse les résoudre, mais supposez que ça marche, et bien je regarde le ciel, et là je suis embêté, il y a moitié moins d'étoiles, voire plus d'étoiles du tout est noir. Donc ça pose un petit problème, donc les gens se sont dit, on va faire des mesures pour essayer de voir ça précisément, et donc on a utilisé ce qu'on appelle les supernovae. Alors la supernovae c'est très simple, c'est un soleil un peu plus massif que le nôtre. Ce soleil est un peu trop massif quand il a consommé toute son énergie, l'hydrogène, l'hélium, je ne sais pas très bien tout ça, enfin il finit par s'effondrer sous la force gravitationnelle et il finit par exploser. Donc ici il y a une étoile qu'on ne voit pas bien, mais vous faites confiance à la flèche et à la personne qui a fait la mesure. Et puis là c'est la même image, même référence, tac tac tac, et paf, vous avez une jolie lumière. Donc en fait il y a des objets comme ça qui sont repérables autour de nous, qu'on repère. Alors, il ne faut pas seulement les voir, il faut aussi les analyser. Il faut en particulier analyser le spectre pour être sûr qu'on a affaire à un objet qui correspond à ce qu'on veut. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, on croyait voir des objets différents, mais si on fait ce qu'il faut, vous voyez que si on les superpose, on arrive à trouver en fait une unique forme. Donc, ça correspond bien à un seul et même mécanisme d'effondrement et d'explosion d'étoiles qui finit par me donner une espèce de chandelle standard que je peux voir à différentes profondeurs d'espace. Alors, quand je dis profondeur d'espace, c'est les distances. Les distances, c'est difficile à mesurer. On utilise plutôt ce qu'on appelle le redshift, on utilise plutôt un moyen de regarder, par exemple, l'hydrogène. On peut mesurer l'arrêt de l'hydrogène facilement sur Terre, on mesure l'arrêt de l'hydrogène dans une étoile lointaine. A priori, on suppose que, comme je l'ai dit, mon premier transparent, c'est isotrope et homogène, donc logiquement, ça devrait être la même valeur. Je ne trouve pas la même valeur. J'incrimine cette différence de valeur à un effet Doppler, à une vitesse qu'a acquis l'étoile. Donc à partir de ces informations, en fait, on peut faire des plots comme ça. Donc c'est le plot de Hubble que je vous ai présenté. Bon, c'est pas tout à fait la même échelle, c'est plutôt ce qu'on appelle le redshift plutôt que la distance, mais c'est plus ou moins la même chose. Et puis la brillance, l'éclat. Et puis quand on fait ça, on fait les fits, etc. Et puis, bizarrement, ça va pas. Ça va pas, c'est-à-dire que, en fait, il semblerait que l'univers soit en accélération permanente. Accélération permanente, c'est-à-dire qu'au début, les gens pensaient, imaginer, vous savez, l'histoire du Big Bang, c'était quelqu'un qui était opposé à cette idée-là, qui avait dit, c'est un peu comme un Big Bang. Donc après que, je ne sais plus qui a inventé ce terme-là, il y a quelqu'un qui a inventé le terme Big Crunch, il a dit, c'est simple, ok, vous avez un univers petit, dense et chaud, il grossit, il se refroidit, et puis au bout d'un moment, il y a tellement de matière qui s'effondre sur lui-même, donc il y aurait un Big Crunch. En fait, ça nous montre qu'il n'y a pas de Big Crunch, et qu'on va continuer à accélérer comme ça, et que donc l'univers ne va pas se redevenir une petite sphère très chaude, mais continuer à grandir de façon infinie. Donc les gens essayent de comprendre ça. On fait d'autres mesures. Vous avez probablement entendu parler de Planck, qui a permis de regarder... ça, c'est le rayonnement fossile. C'est-à-dire que s'il y a eu une explosion primordiale, il y a des photons qui ont été émis à un moment donné. Ça fait l'univers est devenu transparent, d'ailleurs 380 000 ans après le Big Bang. Ce transparent, ces photons sont partis, puis aujourd'hui on les détecte. Alors elle est intéressante cette carte parce qu'en fait il y a des coins bleus et des coins rouges, mais en fait c'est une différence de température. Ok, j'ai fini. Cette différence de température, c'est 10-5 degrés. Donc là on est quand même embêté parce que 10-5 degrés pour des endroits qui sont causalement pas reliés, ça pose des problèmes, donc il a fallu inventer des mécanismes, inflation par exemple, pour essayer de comprendre ça, mais toujours est-il que la vision de l'univers qu'on a
les supernovae et puis ces mesures de précision font que on arrive à une distribution de l'énergie dans l'univers qui ressemble à ce camembert, c'est-à-dire qu'il y aurait vous, moi, les étoiles, c'est 5% de l'univers, donc c'est ridicule. 25%, c'est de la matière sombre. Des trucs, vous ne savez pas ce que c'est, mais ils sont là. En tout cas, ils ont une interaction gravitationnelle. Ou alors, le potentiel d'un surélément chaud. Et puis, alors, le plus gros problème, c'est ça. C'est que vous avez 70% de l'énergie de l'univers qui serait de l'énergie sombre. Alors, il faut voir ça comme de la gravitation. La gravitation, c'est attractif entre les masses. Puis là, c'est un système qui a tendance à écarter. Alors, disons qu'on augmente la taille de l'univers. Je ne suis pas sûr de l'analogie. Donc, il y a quand même pas mal de choses à essayer de trouver. Je termine par Star Wars et Thor, parce que il me semble que, bon, évidemment, les gens cherchent à comprendre si on a compris toutes les symétries de l'univers, s'il y a bien 4 forces, si la gravitation peut s'intégrer aux 3 autres forces fondamentales, quel nouveau formalisme mathématique il faut développer, qu'est-ce que la matière sombre, qu'est-ce qu'est l'énergie sombre, etc. Mais en fait, en physique, à partir de ce qu'on sait, on peut peut-être comprendre pourquoi le héros de Star Wars arrive simplement par la puissance de sa pensée à soulever ces 2 boîtes. Donc un petit calcul simple qui vous permet de savoir que si vous êtes capable, vous êtes une antenne, vous êtes capable de récupérer la quantité d'énergie noire contenue dans un cube de 10 km de côté d'espace, et ben ça vous permet de soulever 100 kg sur 1 mètre. Donc supposez que ce gars ce soit une antenne. Alors évidemment, d'aucuns me disent, oui, il a récupéré l'énergie, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, ok. C'est pas grave. Bon, disons qu'il y a... C'est un moyen de déduire des choses, pas forcément fondamentales, mais je pense que ça intéresse les élèves. Et puis un truc qui est vachement intéressant, c'est le poids du marteau de Thor. Alors là, je suis tombé il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question, et en fait, il y a plein de gens qui ont réfléchi. Et dans l'histoire de Thor, on sait que le marteau a été fait avec une étoile mourante. Donc on pourrait imaginer que le marteau est fait avec un morceau d'étoile à neutrons. Alors le problème de l'étoile à neutrons, c'est qu'elle est genre 1 million de fois plus dense que l'eau. 1 tonne par mètre cube, là c'est 10 puissance 6 tonnes par mètre cube. Donc évidemment, bon, c'est un dieu, alors c'est normal, il a soulevé le marteau. Mais le problème, c'est quand il va le poser sur le sol, c'est un peu comme quand je mets une bille de plomb dans l'eau. Ça va passer à travers. Ça pose des problèmes divers et variés que je n'ai pas encore résolus, mais disons qu'au moins on peut, par exemple, discuter avec les étudiants de savoir si vraiment c'était fait, ce petit volume de 25 par 15 par 15 était fait avec la matière d'étoile à neutrons, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Ça aurait comme conséquence des effets de marée monstrueux, donc je ne pourrais pas m'approcher du marteau, je serais disloqué, ce serait un cauchemar total. Bon, ça pose des petits problèmes. Voilà, c'est tout, je voulais terminer là-dessus, et puis mon dernier transparence. Et sur ce que je fais toute la journée. Peut-être le temps de 2-3 questions. Si je peux risquer juste une remarque de biologiste, quand je pense qu'on nous embête sur la parenté évolutive entre le chimpanzé et l'homme, et que personne ne conteste l'enseignement des physiciens qui ont quand même perdu 95% de l'univers, je trouve qu'il y a une sacrée injustice. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, on l'a pas perdu, on comprend rien. Oui, bon. C'est mieux, parce qu'il faut perdre. Ça fait une certaine bonne étude. Pour rester avec la fin de l'exposé et pour revenir un peu à l'esprit EIST, mettre un peu de biologie, il y a le programme SETI qui recherche une vie extraterrestre dans le sens noble du terme par ufologue. Est-ce que, à partir du moment où on crée une matière, est-ce que certains scientifiques qui participent à SETI recherchent éventuellement la biologie de la matière sombre? La matière sombre, si c'est de la matière, d'accord, on n'est pas sûr encore. C'est parce que c'est la solution la plus simple. En général, la solution la plus simple, c'est la bonne. Parce qu'on n'est pas assez intelligent.
Ça interagit que gravitationnellement. La biologie, en première approximation, c'est alpha électromagnétique, c'est l'électromagnétisme. Alors par contre, je suis tombé sur un type du CNRS qui a développé une théorie assez intéressante, c'est sur l'évolution, sur le fait que les gens cherchent en permanence le premier poisson. On cherche toujours le poisson avant. On dit, ouais, il y a la Terre, au bout de, je sais pas moi, 1 milliard d'années, ça va bouillonner de saleté bactérienne diverses et variées, tout ça, non, et puis tout d'un coup, paf, on doit avoir une évolution d'un premier poisson, et puis tac, tac, tac. Et bien, il montre que non. En fait, on peut avoir rien, on a besoin juste d'une espèce de soupe dans laquelle vous mettez des cellules. Alors, il faut une cellule souche de base qui a produit 3 types de cellules, des cellules musculaires, nerveuses et digestives. Et si vous en mettez suffisamment, ça vous crée un tube, enfin 3 tubes imbriqués l'un dans l'autre. Et c'est donc un truc qui digère, et hop, et vous avez créé une produit poisson. Donc, bon, c'est pas fait de matière noire, mais disons qu'on peut, avec ce qu'on connaît, arriver. Ouais. Bonjour, moi j'en ai une beaucoup plus facile. Vous nous avez montré l'appareil photo. Hein. Vous dites 45 mètres, c'est ça? Moi je suis avec des collégiens, je vais peut-être poser la question que je poserai, pourquoi pas 90 mètres d'appareil photo plus gros? Est-ce qu'avec un appareil photo encore plus imposant, encore plus important, on peut encore trouver davantage de choses? Alors en fait, la taille de l'appareil photo, il est lié à l'énergie des particules que vous pouvez mesurer. L'énergie des particules que vous pouvez mesurer, là, on savait que le boson de Higgs devait être entre 100 fois la masse du proton et 1000 fois la masse du proton. Donc ça donnait des particules comme les électrons avec une impulsion de l'ordre de 1000 fois la masse du proton, si on peut faire un rapport comme ça. Pour mesurer ça, vous êtes obligé de les courber, les particules chargées. Parce qu'à partir du moment où vous les avez courbées, F égale QV vectoriel B, donc si je sais ça, je sais que je courbe une particule chargée en champ magnétique, je connais le champ magnétique, et donc si je sais quelle est la particule, si je connais sa masse, je connais son énergie, je connais son impulsion. Je mesure juste la courbure. Donc la courbure donne la taille de l'appareil. Alors 2 solutions, soit vous faites un solénoïde à 4 Tesla qui fait 13 mètres de long, 6 mètres de diamètre, 64 bars de pression, 2500 ampères, ça c'est les concurrents, je les déteste. Soit vous faites ce que nous on a fait, on fait un toroïde, donc c'est des bobines comme ça, vous en mettez 8, vous créez un champ d'un tore, d'un pneu, du champ horaire. Et à ce moment-là, forcément, comme le champ est plus faible dans un toroïde, plutôt 0,5 Tesla que 4 Tesla, bah, ce que vous gagnez, tout va en BM carré ou en BM. Ce que vous faites, c'est que vous agrandissez votre aimant. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a des gens, je fais semblant en faire partie, qui sont censés préparer les prochaines expériences dans 105, 110 ans, je serai mort et ça ne fait aucun intérêt, donc je fais quand même semblant de travailler. Je suis sûr. Où on commence à construire des objets plus massifs, plus gros, etc., toujours pour aller mesurer en fait des énergies de plus en plus hautes. Mais je me demande s'il ne faudrait pas commencer à repenser plus profondément notre vision de la nature et savoir si on n'a pas raté un truc super évident. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne direction à prendre. Ce qui me semble aujourd'hui, c'est que rechercher la matière noire et l'énergie noire, c'est une bonne chose. Et en fait, rechercher la matière noire, on peut commencer à faire ça avec des antennes toute bête, celle de votre téléphone portable qui mesure du gigahertz, un truc comme ça. Enfin, le problème, c'est les téléphones portables. Alors, vous tuez les 7 milliards de gens qui ont un téléphone portable, ou vous allez au pôle sud. C'est plus cher au pôle sud. Et disons qu'on peut commencer à envisager de mesurer ce genre de choses avec des antennes ridicules. Et c'est, me semble, une bonne direction. Déjà, si on était capable de la mesurer, cette matière noire, on aurait déjà fait un temps là. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête. On passe à la suite. Merci beaucoup.